le pouvoir ne doit pas être institutionnalisé. Parce que vous créez une hiérarchie de pouvoir, puis ensuite vous remplissez les cases avec des crétins. C'est ce qui est en train de se passer. Ben Bush, vous avez déjà vu un type aussi stupide d'ailleurs? Il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont dit des bonnes choses au bon moment, pour moi, et qui m'ont fait réaliser certaines choses que je n'avais peut-être pas vues avant. J'ai fait un diplôme d'ingénieur physicien à l'école polytechnique à Lausanne. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3-4 ans comme physicien nucléaire chez Sulzer à Winterthur. Et puis, j'ai fait partie du groupe qui, dans les années 56 à 60, cherchait à développer une filière suisse de réacteurs atomiques. Cette idée a abouti au réacteur à eau lourde et uranium naturel qui a explosé dans la caverne à Luçon. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que ce réacteur devait être construit sous le Polytechnicum de Zurich, au plein milieu de la ville. Et il y avait déjà des gens qui à l'époque disaient « mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ça va vraiment pas poser de problème ?» On était indignés, nous autres scientifiques, on disait « mais on sait ce qu'on fait, on est des gens compétents, qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent insinuer qu'on ne sait pas y faire ?» Heureusement qu'ils ont eu gain de cause, parce que si ça avait pété sous le Poly de Zurich, les ennuis auraient été beaucoup plus considérables. Bref, après ça, j'ai quitté le nucléaire, j'ai travaillé 12 ans pour une grosse multinationale qui vend des services de prospection dans les sondages pétroliers. Et pour cette société, j'ai voyagé pratiquement dans une bonne partie du monde, surtout en Extrême-Orient. J'ai été en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Taïwan, aux Philippines. Et ce qui m'a fait quitter cette industrie, c'est ce théorème que j'ai trouvé quand même inadmissible, qui disait que le chiffre d'affaires de la société devait augmenter de 15% par année. Alors bien sûr, on pose la question, mais jusqu'à quand? Et puis je me suis établi en 71 en Suisse, et j'ai créé cette société d'études de l'environnement, un tout petit bureau d'ingénieurs à Vevey, qui fonctionne d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui a fait des études d'impact, surtout dans le domaine de la pollution de l'air. Et le problème est là, c'est qu'on ne remet jamais en question les mythes sur lesquels la société fonctionne. Mon point de vue est que la société actuelle, économique, est fondée sur un certain nombre de mythes qui ne sont malheureusement jamais discutés. Il y a le mythe de la vérité scientifique, il y a le mythe de la prospérité par l'expansion économique, il y a le mythe de la nécessité du pouvoir, il y a le mythe du développement, vous pouvez ajouter à la liste, j'entends, il y en a un tas. Et tous ces mythes sont admis comme étant des vérités immanentes que personne n'a le droit de discuter. Un développement que je trouve extrêmement dangereux, c'est d'avoir mis à la tête de l'école polytechnique fédérale un brave homme qui est en fait un personnage qui cherche à faire de la biotechnologie. Alors, le mythe de la vérité scientifique, il est dangereux parce que la science actuelle est basée sur ce qu'on appelle le postulat d'objectivité de la nature, donc le refus de ce que Aristote appelait les causes finales, donc le but. Vous ne pouvez pas pratiquer la science en évoquant la notion de but, de finalité. Alors, je veux bien admettre que si but il y a dans la vie, si but il y a dans la nature, je ne peux pas le connaître, mais je ne peux pas exclure la possibilité qu'il y en ait un. Et par conséquent, le fait de décider dès l'abord que toute explication donnée en termes de projet, en termes de but, n'est pas admissible, est une manière extrêmement brutale de restreindre notre manière d'aborder la réalité. Cette science, telle qu'elle est pratiquée, donc en refusant la notion de finalité, a fini par aboutir à une science extrêmement brutale dont le but essentiel est la domination de la nature.
pas de la comprendre. Le but, c'est de la dominer. Le but, c'est de pouvoir extraire les ressources, c'est de pouvoir utiliser le maximum de ce qui est disponible sans se préoccuper de savoir si finalement on n'est pas en train d'interférer dans un développement, dans un plan, et qu'on n'est pas peut-être en train de le détruire, de le foutre en l'air. Et c'est en fait ce qui est en train de se passer. C'est qu'avec cette science-là, on arrive à... Les seuls résultats objectifs auxquels elle mène, c'est finalement des propositions ou des méthodes extrêmement brutales que l'énergie atomique, les manipulations génétiques, des armes de plus en plus efficaces. Elle ne peut pas aboutir à autre chose. Et si on veut sortir de cette espèce de dilemme dans lequel on se trouve, il faut que cette science s'ouvre sur d'autres approches. Et c'est ce qu'on avait essayé de dire aux gens du CERN, ils n'ont pas voulu entendre. Mais quelque part, on ne peut pas rester avec une science comme elle est pratiquée aujourd'hui. Et le problème, c'est que les scientifiques ont remplacé les prêtres qui, au Moyen-Âge, prêchaient la monarchie de droit divin. En fait, c'est ça. Ils servent d'experts pour justifier après coup les décisions du pouvoir. Et ils sont liés avec eux. Et donc, on ne peut pas pratiquer une science qui nous permette de faire augmenter notre connaissance. Tout indice de récession est à souhaiter, est à saluer avec beaucoup de joie. Ben, la croissance est une sottise. Dans un monde fini, une croissance permanente est un non-sens. Parce que vous allez forcément, au bout d'un certain temps, vous heurter aux limites du système. Le système est fini, il y a tant de pétrole, pas plus, pas moins, il y a tant de gaz naturel, pas plus, pas moins. Puis une fois que vous arriverez aux limites du système, vous faites quoi? C'est très étonnant qu'on continue aujourd'hui encore à dire que si le produit national brut augmente, ça prouve qu'on va mieux, ça prouve qu'on va moins bien. Si tout à coup, par un miracle quelconque, la santé de la population s'améliorerait au point que les hôpitaux seraient à moitié vides et que les médecins n'aient plus de boulot, vous imaginez le résultat sur le produit national brut. Donc on a créé un système qu'on a appelé le système de la santé, et qui mesure son succès par les indices de son contraire. Plus il y a de médecins, plus il y a de médicaments, plus il y a de lits d'hôpitaux, plus il y a de toutes ces gadgeteries, plus on estime que le système est bon, alors que c'est l'inverse. Un bon médecin, c'est un médecin qui a plus de clients. Mais ces logiques simples, elles n'arrivent pas à pénétrer jusqu'au pouvoir. Mais réfléchissez bien à ce point-là. L'intérêt sur le capital force, en fait, l'économie à croître toujours. Tant que vous mettez un intérêt sur le capital, ça veut dire que votre fortune augmente en fonction de sa valeur actuelle. C'est ce qu'en mathématiques on appelle la fonction exponentielle, c'est quelque chose qui monte tout le temps. Et qu'on arrive à nous faire croire que cette augmentation permanente puisse être un bien, ça dénote ou bien qu'on nous prend pour des crétins, ou bien que quelque part, on est effectivement tous devenus des crétins, mais je ne crois pas. Les entreprises les plus prospères sont celles qui font des choses qui ne servent à rien. Nestlé est un bon exemple. Personne n'a besoin de Nescafé. Vous pouvez très bien vivre sans Nescafé, ça n'a aucune espèce d'importance qui ait ou qui n'ait pas du Nescafé. Il y a tout un tas de gens qui ont vécu le développement et ses côtés négatifs, en particulier en Amérique du Sud, et ils mettent l'origine du développement dans le discours de Harry Truman en 1949, quand il a pris possession de la Maison Blanche. Fellow citizens, I accept with humility the honor which the American people have conferred upon me. We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. Et là, il a créé un terme qui était le sous-développement. Et de quel droit? De quel droit pouvons-nous dire que des gens qui vivent dans la forêt amazonienne, qui savent se débrouiller avec ce qu'il y a là et sans détruire la forêt qui les fait vivre, de quel droit sont-ils sous-développés par rapport à nous?
Sous prétexte de développement, on est en train, disons, de faire aux gens des choses dont on ne sait même pas quel est le but. Quel est le but du développement? Nachhaltigkeit ist ganz einfach zu definieren. Wenn Ihr Urgroßvater, Ihr Großvater, Sie und Ihre Kinder weiterhin treue Nestle-Konsumenten sind, dann haben wir nachhaltig gearbeitet. Und das ist der Fall. Qui développe quoi? Où? Comment? Pour qui? Hein? C'est pas le fait d'accoler des adjectifs comme durable ou autonome ou j'en sais rien quel autre mot on a accolé à ce mot qui tout à coup vont lui donner une justification admissible. Le développement, c'est en fait le processus par lequel l'entreprise scientifico-étatique, économique, détruit la planète. C'est ça le développement aujourd'hui. Et Illich, dont vous avez certainement dû entendre parler, distinguait entre la société de subsistance et la société de développement. Et comme il disait, le développement signifie toujours la destruction d'une société de subsistance pour l'inscrire dans un projet économique. Et finalement, le développement a été l'outil par lequel tout un tas de cultures, aussi valables que la nôtre, sinon plus, ont été détruites et amenées à se conformer aux dogmes stupides de l'économie. Dans une société de subsistance, vous ne vous posez pas de questions de développement, vous vivez. Et vous essayez de vivre agréablement. Et j'ai connu d'ailleurs un anthropologue qui connaissait bien les Indiens de la forêt amazonienne en Colombie. Puis il nous disait, ces gens-là sont loin d'être cons, ils sont aussi intelligents que nous. Et leur but dans la vie, c'est de bien se marrer. C'est quand même nettement plus évolué que les buts de conquête et de destruction massive que nous avons aujourd'hui avec le monde économico-industrialisé. Hein. Donc quelque part, le développement est un leurre, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, dont il faut sortir, et revenir à ce qu'on peut appeler des économies de proximité, des sociétés de subsistance. Finalement, on ne se marre pas dans cette société de développement. Si vous remplacez demain le Conseil fédéral par un groupe de yodeleurs, personne ne s'en apercevra. Ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, je pense que le pouvoir institutionnalisé, donc où on définit des échelons avec un pouvoir hiérarchique, est un très mauvais moyen de gérer les sociétés humaines. Parce que vous donnez du pouvoir à des gens qui finalement sont complètement éloignés et disconnectés des gens qui subissent leurs décisions. Pas besoin de faire un dessin, j'entends. Vous pensez bien que les intérêts de M. Berlusconi ne sont pas les mêmes que ceux des Italiens, hein, quelque part, c'est pas la même chose. Del Consiglio europeo sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia. La même chose est vraie en France. D'ailleurs, les intérêts de M. Chirac ne se confondent pas avec ceux des Français moyens. C'est très instructif et significatif que ces deux personnages que je viens de citer devraient normalement figurer en prison. Mais comme ils ont du pouvoir, ils ont pu obtenir de parlements qui sont à leur botte de les mettre au-dessus des lois. Et donc de continuer à faire les turpitudes qu'ils font sans être punis. Donc on voit bien que le pouvoir mène à quelque chose d'anormal, à quelque chose de humainement inacceptable. Le pouvoir, étant donné que ses critères sont les mêmes que ceux de l'économie, donc il mesure son succès par des augmentations, par des chiffres d'affaires, par des taux de croissance, par des choses comme ça. Il n'a pas d'autre moyen de mesure. Votre bien-être, le fait que vous ayez bien dormi la nuit passée, ça n'a aucune espèce d'influence sur M. Couchepin. Quelque part, il n'en a rien à cirer de la vie du citoyen moyen, de ce qui fait que cette vie soit agréable ou pas. Par contre, si vous êtes un bon consommateur et que vous dépensez beaucoup d'argent et que vous faites monter le produit national brut, à ce moment-là, il est satisfait. Il ne vous connaîtra pas à cause de ça. Mais quelque part, c'est le comportement qu'il souhaite inculquer. Donc en fait, pour le pouvoir, un bon citoyen est un consommateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a une vie émotionnelle, qui a une famille ou des choses comme ça.
Le pouvoir est une chose aussi négative que le développement. Et je crois que le développement et le pouvoir sont complémentaires. Si vous avez une société où il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de développement. Vous vivez, vous vous amusez les uns avec les autres, vous vous entraidez, vous vivez en bonne harmonie et puis vous essayez de survivre. Hein. Si vous avez un développement, il vous faut un chef. Il vous faut quelqu'un qui commande et quelqu'un qui puisse ensuite se targuer qu'il a réussi à faire tel développement ou tel autre, une route, un tunnel, un barrage, que sais-je. Quelque part, le développement et le pouvoir sont les deux faces d'une même pièce. Et je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de l'un et de l'autre. Non, sauf miracle, personnellement, je ne vois pas d'autre solution que l'effondrement du système technico-économique. Parce qu'il n'est pas viable, il n'est pas fondé sur des principes ou des modes de fonctionnement qui sont compatibles avec la vie. Disons, pour le climat, je ne sais pas, personnellement, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas en temps utile, en ce sens que, étant donné que le pouvoir existe, étant donné que l'économie existe, et que ce duo a mis la main sur le monde, et le gère et le dirige, et il n'y a qu'à voir comment les Américains réagissent, enfin avec le président qu'ils ont maintenant. Je pense qu'on ne va pas arriver à sauver le climat. En d'autres termes, il va basculer. Il va basculer dans un état que personne ne peut décrire. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre, en particulier le CO2, le méthane et ces choses-là, l'énergie disponible dans l'atmosphère augmente. Ça, c'est physiquement donné. On ne peut pas aller contre ça. C'est donc une loi de la nature, une loi physique. Et cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc les événements extrêmes, sécheresse, inondations, etc. vont augmenter. Et puis je ne crois pas que disons, il faudrait, si on voulait vraiment aborder le problème, il faudrait réduire de au moins, d'après les meilleures estimations, au moins de 70% nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, et dans un délai très court, de quelques dizaines, de 10 ans, 20 ans au maximum. Personne n'en prend le chemin, parce que ça nous obligerait à ne plus avoir de voitures, en tout cas avoir des voitures qui consomment très peu. Ce serait la ruine de l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça prouve une fois de plus que des décisions qui seraient correctes et saines en fonction du bien-être de l'humanité ou de sa santé sont toujours des mauvaises décisions du point de vue économique. Si je décide aujourd'hui de ne plus rouler en voiture ou d'acheter une qui consomme 1 litre au 100, vous imaginez la réduction du chiffre d'affaires des compagnies pétrolières, des taxes que perçoit la Confédération. Quelque part, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc l'urgence, c'est de préparer l'après-collapse, à mon avis. Parce qu'un beau matin, il faudra bien que ce système s'arrête. On ne peut pas détruire la vie en des temps. Et je pense que les problèmes graves apparaîtront bien avant l'épuisement des stocks. Les discours qui disent qu'il y a du pétrole encore pour 40-50 ans, c'est inintéressant, parce que les problèmes graves de climat en particulier se produiront bien avant. Donc ce n'est pas l'épuisement des stocks le problème. L'épuisement des stocks, c'est ce qui fait peur aux dirigeants du système, mais le vrai problème, c'est la destruction de la biosphère que produit la consommation d'énergie non renouvelable. Que ce soit du pétrole, du nucléaire, du gaz naturel et des choses comme ça. C'est là le problème. La concurrence devient très forte, il faut produire au prix le plus bas possible. Et on est en train de mettre en opposition des arguments économiques et des arguments de sécurité. C'est la pire situation qu'on puisse imaginer pour le nucléaire. Le nucléaire, c'était une sottise dès le départ, mais on ne s'en est pas rendu compte. On a été obnubilé par une équation. Par l'équation qu'Einstein avait montrée, qui était E égale mc carré. Mais là, on voit de nouveau le pouvoir. Produire énormément d'énergie avec un tout petit peu de matière, qu'est-ce qu'on veut de mieux pour le pouvoir,
c'est merveilleux, c'est dominer le monde. La logique actuelle encore, malheureusement, des compagnies d'électricité, quelles qu'elles soient, c'est de vendre le plus possible de courant. Et dans cette optique, le chauffage électrique est évidemment génial, parce qu'on en vend beaucoup. Si vous avez une maison qui consomme, mettons annuellement, mettons en chiffre, pour une famille moyenne, 2000 kWh pour les besoins raisonnables, le frigo, éventuellement encore la cuisinière électrique, la lumière, etc. Vous la faites passer au chauffage électrique, elle passe à 15 000. Hein? Donc en fait, pour l'électricien lambda qui cherche à vendre du courant, il n'y a rien de mieux. Et d'ailleurs, l'électricité de France, pour citer une grosse compagnie, fait une promotion complètement aberrante, encore aujourd'hui, du chauffage électrique direct, parce qu'il faut se débarrasser du courant. Vous avez construit ces centrales. Elles sont là. Vous ne pouvez pas les arrêter. Une centrale nucléaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter comme une centrale hydroélectrique, c'est quelque chose qui doit tout le temps fonctionner. Et l'arrêt d'une centrale nucléaire se planifie, c'est quelque chose qui se passe lentement, le redémarrage aussi. Elle ne peut pas suivre la charge. Par conséquent, on s'est créé une situation où on est pieds et poings liés. Donc, quelque part, EDF, pour faire fonctionner son parc nucléaire, doit avoir des chauffages électriques. Dans les rapports annuels de la Compagnie vaudoise d'électricité, en 1969, page 5, il est écrit « Promotion des ventes, l'avancement des centrales nucléaires modifie rapidement la structure du marché de l'énergie électrique. La compagnie a poursuivi ses efforts en vue d'implanter le chauffage électrique direct. Le marché sera caractérisé ces prochaines années par une abondance d'énergie électrique. Suite à la mise en service de nouvelles centrales thermiques classiques et nucléaires, de nouvelles dispositions ont été prises pour accroître la consommation. » Donc on ne peut pas le dire plus clairement. Hein. Les compagnies d'électricité ont sciemment cherché à faire augmenter la consommation en implantant des aberrations énergétiques. Et ça a marché, parce que le monde politique a joué le jeu. Hein. Il faut bien dire que la question de l'énergie échappe largement au monde politique. Moi, j'ai une fois eu un entretien avec Ogi à l'époque où il était ministre de l'énergie en Suisse, donc c'était la question de Superphénix. C'est un brave homme, mais le problème de l'énergie lui échappe totalement. Donc il fait ce que ceux qui tiennent le couteau au Parlement, à savoir les grosses compagnies d'électricité, les promoteurs du nucléaire, lui disent. Les solutions qui vont dans le sens du recyclage ont toujours des avantages annexes qu'on oublie de prendre en compte. Disons, il faut bien voir qu'une chose importante à mon avis, l'homme ne devrait pas se permettre de produire des déchets. Dans la nature, le déchet n'existe pas. Un déchet organique, c'est une contradiction dans les termes. Votre caca n'est pas un déchet. Il faut le remettre au bon endroit dans le cycle, c'est-à-dire dans la terre. Si vous le mettez dans l'eau, vous faites une connerie. Mais enfin bon, on peut éventuellement encore l'en ressortir et puis éventuellement l'utiliser, à condition de le faire correctement. Donc ce qui est perçu aujourd'hui comme un déchet, souvent n'en est pas un. Par contre, ce que l'homme produit, que la nature ne connaît pas, ça c'est un déchet. Et en général, on ne sait pas qu'en faire. L'archétype du déchet, c'est le plutonium. C'est un élément que la nature ne connaissait pas, que l'homme a cru bon de fabriquer dans des centrales nucléaires, puis maintenant il ne sait pas au monde qu'en faire. Ça risque de faire des bombes atomiques, ça risque d'empoisonner la biosphère parce que c'est très toxique. Mais vous pouvez tenir le même raisonnement pratiquement pour toute l'industrie chimique. Les produits chimiques que la nature ne connaît pas, il y a eu l'exemple du DDT, mais il y en a d'autres, pratiquement n'importe quel médicament est un poison. Ça finit toujours par revenir dans votre assiette. C'est ça l'illusion. Si vous faites un déchet que la nature ne peut pas reprendre, il va finir par se disperser puis par revenir. Donc en fait, ce que l'on jette dans la rivière et qui descend, ça revient dans notre assiette par en dessus, par des chemins qu'on ne connaît souvent pas. Donc en fait, si on veut fonctionner encore quelque temps sur cette planète, il faut imiter la nature et donc fonctionner en cycle fermé. L'énergie que vous consommez
sous forme non renouvelable, c'est aussi un déchet. Le CO2 qu'on met en plus dans l'atmosphère parce qu'on brûle du pétrole, c'est un déchet. La nature fonctionne sans déchets. Elle n'aurait jamais pu se maintenir à la surface de la planète pendant 3 milliards d'années si elle avait accepté les théorèmes de croissance de notre économie. Hein. Personne ne serait là pour le constater. Je crois qu'à un moment donné, votre conviction personnelle ou ce que vous percevez comme étant le comportement correct par rapport à la nature, par rapport à vos semblables, etc., doit l'emporter sur les obligations qu'on veut vous imposer par la loi. Le fait d'avoir travaillé pour une société qui gagnait beaucoup d'argent et qui payait des salaires à l'époque jugés intéressants m'a permis d'acquérir un certain nombre de choses. Il faut que je reconnaisse honnêtement que j'ai profité du système et que je fais partie un peu des privilégiés. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir une certaine cohérence. Ici, j'ai quand même mis 2 ou 3 trucs en place qui permettent de minimiser, disons, l'impact de cette maison et des personnes qui y habitent sur la nature. J'ai installé une toilette à compost en 1988, donc ça fait quand même déjà 23 ans. Donc ça fait 23 ans que je m'occupe de mon caca. Et le gros problème n'est pas tellement de faire des toilettes à compostage qui fonctionnent, ça c'est relativement facile à dire comment il faut les faire. Le problème c'est un problème psychologique, c'est ce que j'appelle le mur du caca. Dès que vous demandez à quelqu'un de s'occuper de ses propres déjections, vous le mettez dans un état de panique. Parce qu'on lui a appris tout au long de sa vie que c'était vilain, que le caca c'était affreux, qu'il fallait le mettre dans l'eau puis tirer la chasse. Donc il peut vivre pratiquement sans savoir qu'il a besoin de faire caca. Et ça c'est très embêtant parce que finalement, quand on sait qu'au moins le 30, sinon le 40% de l'eau des ménages finit dans la cuvette des WC, si on voulait commencer à être efficace en matière d'économie d'eau et de réduction de la pollution et des investissements en énergie, en tuyaux, en béton, qui permettent ensuite d'épurer, c'est là qu'il faudrait commencer. Mais le système ne veut pas. Donc, le fait d'avoir par exemple un toilette à compost, ça me force de temps en temps à extraire du compost, à faire du boulot autour de cette toilette. C'est un travail que je m'impose en plus. Je me chauffe au bois, il faut couper le bois, il faut préparer les bûches, il faut faire le feu. Je suis d'accord d'investir du temps et du travail pour faire des choses que dans le monde aujourd'hui personne ne fait pratiquement plus parce que tout est automatisé et vous payez. Donc en fait, je suis un peu moins un consommateur. Un beau matin, en 1975 ou 4, je ne sais plus exactement, j'ai vu arriver une lettre où on me disait « On va vous raccorder à l'égout, c'est pas encore fait, ce sera peut-être fait dans 2 ans, mais vous devez déjà payer la taxe de raccordement et la taxe d'épuration. » Et puis j'aurais écrit une belle lettre en leur disant que moi, vivant, cette maison ne sera pas raccordée à l'égout. Mais dans l'idée d'essayer d'améliorer le traitement des eaux usées, j'ai installé après la fosse septique un étang dans lequel j'avais mis des jacinthes d'eau qui en été ont fait un certain travail d'épuration. Donc si les quantités d'eau sont pas trop grandes et que vous avez un sol capable d'absorber l'eau usée qui est produite par une fosse septique, c'est la meilleure solution. Et malgré ce fait reconnu, même par l'Office fédéral de la protection de l'environnement, les services cantonaux des eaux, en général, refusent les infiltrations parce qu'il y a du fric à faire en posant des tuyaux et en raccordant aux stations d'épuration. J'ai connu un type qui s'appelle Elmar Ledergerber, il est maintenant syndic de Zurich, je crois. En tout cas quelque chose d'important là-bas. Et puis il avait concocté cette phrase en allemand que je trouve très juste, il a dit Je weniger menschliche Wärme, umso höher der Energieverbrauch. Donc moins il y a de chaleur humaine, plus on a besoin d'énergie. Je crois que c'est une bonne manière de voir les choses. Hein. Ça c'est une ampoule qui est alimentée par le système photovoltaïque aussi, donc je peux éclairer l'intérieur de cette cabane avec ça. Et puis le reste sert donc à faire tourner la pompe de circulation qui permet au capteur solaire à eau chaude
d'amener la chaleur dans le stock. Donc en fait, je suis complètement indépendant pour l'eau chaude, puisque je peux tout faire fonctionner à partir du photovoltaïque et je n'ai pas besoin du réseau. L'eau qui descend le long des parois de la chenot va passer dans cette espèce de cône, et une partie de l'eau va traverser le grillage fin, il est récolté dans une rainure là au fond et va dans la citerne. Et puis le reste passe tout droit, donc on ne récolte pas toute l'eau de pluie, on n'en récolte qu'une partie. Alors des fois je me dis que j'aimerais aussi récolter le reste, alors je peux ouvrir ça, et puis je filtre l'eau qui sort par là à travers cette étoffe. Si j'avais écouté les cris des gens qui me disaient « mais fais attention, tu vas crever si tu bois de l'eau de pluie », c'est pas vrai du tout. Je sais bien que de temps en temps il y a des oiseaux qui font caca sur mon toit, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Disons, ces derniers temps, je n'ai pas tellement mené la statistique, mais avant j'avais comme analyse grossière que le 60% de mon eau était d'origine pluviale et le 40% venait du service des eaux. Bon, c'est un compromis comme ça. Mais le plus rigolo, ça a été les débats avec le service des eaux, parce que une fois que j'ai passé à l'eau de pluie, ils voulaient me faire payer plus cher qu'avant. Parce qu'ils disaient, ce qu'on vous fournit à vous, c'est de l'eau de secours. Mais rien ne changeait, vu de leur lorgnette à eux, c'est le même tuyau, c'est le même système et tout ça. J'ai dû me battre pour qu'on veuille bien me donner le même tarif qu'avant. On ronronne dans un système et on n'essaye pas de sortir de là. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est de se rendre, nous, autonomes. Moi, je crois beaucoup à l'autonomie individuelle. Avec mes petites expériences, moi j'ai au moins une lumière qui est alimentée dans le photovoltaïque, ça consomme seulement 11 watts, et ça fait beaucoup de lumière. Donc même si les électriciens me coupent le courant, j'ai quand même encore moyen de lire. Je peux faire la cuisine, on travaille au butane, je peux me chauffer, je travaille au bois. Bref, disons, l'autonomie, je crois, de se rendre autonome, de se rendre indépendant du système, est peut-être ce que nous avons entre nos mains pour progressivement en sortir et forcer la société d'aller dans une direction viable.